Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire proposé par la Facilité ICR sur les mécanismes de prêt d'honneur, les opportunités de financement qu'ils offrent aux entrepreneurs dans les pays de la zone ACP. Je m'appelle Yasmine Yaloul, je travaille pour Expertise France et pour la Facilité ICR et je vais être votre modératrice aujourd'hui. Nous allons commencer par quelques petites questions de logistique. Tout d'abord, ce webinaire se tient en français, mais il existe une version en anglais que vous pouvez suivre sur Teams. So for our English-speaking viewers, there is an English version of this webinar that you can follow on Teams, and you can find the team links on the chat windows of the GoToWebinar sessions. So please go to Teams if you want to follow this webinar in English. Voilà, merci. Donc voilà, ça c'était pour la session en anglais. Et le deuxième petit point de logistique que je voulais vous mentionner, c'est que je dois vous informer que ce webinaire est enregistré. Voilà, donc ce webinaire, nous allons être ensemble pendant 1h30. Après les quelques mots de bienvenue, je vais brièvement vous présenter la Facilité ICR et les services qu'elle propose. Puis, je passerai la parole à Tamer Emdan et à Claire Neuschwander qui vont nous présenter les conclusions d'une étude qu'ils ont menée sur les potentiels et les enjeux des dispositifs de prêt d'honneur dans les pays ACP. Vous pourrez ensuite écouter des praticiens des prêts d'honneur, c'est-à-dire des personnes qui en financent, des personnes qui en distribuent, mais aussi des personnes qui en ont reçu, qui vont partager avec vous la vision qu'ils ont de ce mécanisme. Quels sont les avantages des prêts d'honneur? En quoi sont-ils un instrument de politique publique intéressant pour améliorer l'accès au financement des entreprises? Mais en quoi ils sont aussi plus que ça, plus qu'un instrument de financement? Et ensuite, vous aurez l'occasion de poser des questions aux personnes qui sont membres du panel à travers la fenêtre de chat qui se trouve sur votre écran. Et d'ailleurs, tout au long des interventions, je vous invite déjà à poser des questions et nous y répondrons à la fin. Donc voilà pour mon introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Escipión Oliveira, qui est sous-secrétaire général responsable du département Transformation économique structurelle et du commerce à l'Organisation des États ACP et qui va nous accueillir, vous donner quelques mots de bienvenue. Merci. Escipión. Oui, bonjour. Un tout grand merci pour l'invitation. Le secrétariat de l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est honoré de participer à cette importante discussion sur le financement des PME. Notre chef, le secrétaire général de l'organisation, son Excellence, M. Georges Rebelo Pinto Chicotti, est très attaché à la promotion des secteurs privés, à la promotion des PME. Et cette initiative qui aujourd'hui amène à bien ICR et avec l'équipe de la GI7, de SNV France et des autres partenaires qui travaillent dans la facilité, comme les Britanniques et les Hollandais, sert vraiment à augmenter la compétitivité de l'entreprise. Et nous pensons vraiment que l'accès à un financement juste et à des taux qui vraiment permet le développement est pratiquement un droit de nos PME. C'est très, très difficile. Pénétrer le marché mondial et survivre dans ce marché compétitif quand nos taux d'intérêt, nos termes sont très, très onéreux. Donc, on est vraiment content de pouvoir aujourd'hui participer à cette expérience. Et si j'ai bien compris, pendant les moments off qu'on avait, j'ai compris que les personnes qui ont parlé sont des pionniers dans la matière. C'est quelque chose que c'est très commandable. J'espère qu'aujourd'hui, cette discussion permet vraiment d'augmenter la capacité de nos entreprises pour le bien-être de leur compétitivité et qu'ensemble, on puisse tous attendre vraiment des marchés et un meilleur futur pour nos enfants. Et en ayant dit ça, je voudrais vraiment aussi remercier l'Union européenne pour tout l'appui qu'il donne à nos pays dans le développement, dans nos développements soutenables. Et une autre fois, à la GIC et ses partenaires qui travaillent ardument avec l'équipe d'ICR. Malheureusement, je ne peux pas rester écouter tout, mais je vais rester un peu au début. En tout cas, merci pour l'initiative et j'espère vraiment avoir des discussions intéressantes et pouvoir aider vraiment à la compétitivité de l'entreprise. Yasmine,
J'espère que vous avez bien compris. Comme vous avez écouté, je ne suis pas francophone. Merci beaucoup, Escipion. Vous dites ça à chaque fois, mais vous savez très bien que vous parlez parfaitement français. Alors, je vois que sur le programme, nous avions aussi des mots de bienvenue de Monsieur Miguel Campo-Llopis, qui est Policy Officer à DEFCO, à la Commission européenne, qui s'appelle maintenant INPA. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais la facilité ICR est cofinancée par l'Union européenne et reçoit un soutien quotidien très fort de la part de ses équipes qui sont vraiment engagées, spécialement dans la partie partage de connaissances de la facilité. C'est vraiment important pour eux de pouvoir échanger des bonnes pratiques, échanger des expériences entre pays ACP. Donc, je sais qu'il soutient vraiment cette initiative dont le webinaire fait partie. Je vais vous présenter un petit peu la facilité ICR. Je vais être brève parce que je sais que vous êtes pas là pour ça. Mais alors, donc, la facilité de ICR, c'est pour réforme du climat des investissements. C'est une facilité d'assistance technique qui existe depuis l'année dernière. Elle est cofinancée par l'Union européenne à travers le 11e FED par l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, mais aussi par le gouvernement fédéral allemand et le British Council. Elle est co-mise en œuvre par 4 agences de développement, comme vous pouvez le voir sur les logos sur les slides, qui sont la GIZ, Expertise France, le British Council et SNV. Nous sommes une facilité d'assistance technique qui offre jusqu'à 90 jours d'assistance technique avec pour objectif d'améliorer le climat des affaires dans les pays ACP. Et on fait toujours attention que dans nos interventions, il y a un lien très fort avec tout ce qui est dialogue public-privé et aussi que ce soit des interventions qui permettent de rendre le climat des affaires plus inclusif. Donc voilà, donc on travaille sur ces 3 aspects-là, amélioration de l'environnement des affaires, dialogue public-privé et inclusivité de l'environnement des affaires. On peut aider des organisations publiques, mais aussi des organisations privées ou des délégations de l'Union européenne issues des pays ACP sous des formes très diverses. Ça peut être des études, ça peut être des formations, du renforcement de capacité. Donc, on est très flexible. Voilà, donc si vous avez un intérêt pour la facilité ICR, je vous invite à aller voir notre site web. Il y aura son adresse sur la dernière slide de la présentation aujourd'hui pour vous informer ou pour nous adresser une demande d'appui, car nous sommes une facilité basée sur la demande, donc nous répondons à des demandes des organisations des pays ACP. Voilà, donc suite à cette brève présentation, je vais maintenant laisser la parole à Tamer Emdan et à Claire Neuschwander. Je vais quand même les présenter brièvement. Donc, Tamer est entre autres, alors je dis entre autres parce qu'il a une carrière professionnelle assez impressionnante, le fondateur d'Afriquity, qui est une plateforme de crowdfunding destinée à l'Afrique. Donc, c'est un grand connaisseur des questions de financement participatif et de manière plus générale de financement des petites entreprises et des startups. Et Claire travaille chez Red Mangrove Development Advisors, qui est un cabinet de conseil qui œuvre pour créer et renforcer les conditions d'un développement économique et sociable durable dans les pays émergents. Je vous laisse la parole, Claire Tamer. Merci Yasmine pour cette présentation. Et comme vous l'avez dit, avec Claire, nous allons vous faire une petite présentation déjà pour expliquer ce que c'est le prêt d'honneur, vous montrer comment il s'est développé en Afrique et notamment discuter de ses bénéfices pour les écosystèmes et des enjeux de son développement en Afrique. Claire, je te cède la parole. Très bien. Merci beaucoup à tous d'être présents et merci beaucoup à la facilité ICR de nous donner cette opportunité de parler du prêt d'honneur qui est un sujet absolument passionnant. Tout d'abord, commençons par expliquer ce qu'est le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, comme son nom l'indique, c'est d'abord un prêt à taux zéro. Un prêt, donc remboursable. À taux zéro, donc gratuit. Gratuit dans le sens où le taux est à zéro, mais également, il n'y a normalement aucune commission autre ou frais cachés. C'est un prêt qui est sans garantie et sans caution.
on sait que c'est du coup l'une des difficultés que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, de ne pas pouvoir accéder par exemple à d'autres types de financement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les garanties pour. Et enfin, c'est un prêt accordé à un entrepreneur et non à une entreprise. Un dispositif similaire existe accordé à une entreprise qui serait l'avance remboursable. Dans le cas du prêt d'honneur, puisqu'il est accordé à l'entrepreneur, il est en fait réinvesti dans l'entreprise sous forme de fonds propres et donc permet donc de faire jouer au maximum un effet de levier financier pour aller chercher d'autres financements type bancaire, microfinance ou autre. Souvent, le prêt d'honneur est du coup réduit un peu à cette composante de financement. Et c'est très dommage parce qu'en fait, tout l'intérêt du prêt d'honneur, de ce dispositif est justement qu'il a 3 autres leviers qui lui permettent d'être un outil complet en fait pour la création d'entreprise, pour l'emploi et donc pour le développement. Tout d'abord, il a une composante d'accompagnement à l'entrepreneur avant la sélection, de manière à l'aider à structurer son dossier, et après le financement, ce qui est en fait une forme de garantie technique pour que l'entrepreneur puisse rembourser son financement. Autant dire que c'est donc important pour l'opérateur de prêt d'honneur. Il y a également une composante d'éducation financière de l'entrepreneur, puisque ça lui permet d'acquérir un prêt, donc d'avoir à le rembourser et d'avoir donc à structurer son cash flow et la rentabilité de son entreprise en conséquence. Mais aussi de l'écosystème. Et ça nous amène vers notre 4e composante, qui est l'animation territoriale. L'animation territoriale à comprendre non pas comme une animation uniquement locale, puisqu'elle peut être nationale également. Au sein de leur comité d'investissement, les opérateurs de prêt d'honneur ont souvent des collectivités territoriales ou nationales, des acteurs financiers et d'autres acteurs privés, type accompagnement d'entreprise. Ça permet en fait à la fois du coup d'animer le territoire, mais également de se comprendre en fait, de créer une instance où les gens se comprennent les uns les autres, parlent un même langage, peuvent échanger. C'est là où en fait on reboucle sur l'éducation financière de l'écosystème et qu'on arrive sur un dispositif avec 4 composantes qui est donc à la fois un soutien à la création d'entreprises et un soutien au développement local et territorial. Merci Claire pour avoir exposé et présenté ce que c'est le prêt d'honneur. Alors, le prêt d'honneur, historiquement, s'est développé en France dès les années 1985, notamment grâce à l'action d'Initiative France, qui est l'un des grands opérateurs auprès de Réseau Entreprendre. D'ailleurs, Initiative France sera présente dans le panel qui va suivre. Et ces 2 grands réseaux qui sont donc Initiative France et Réseau Entreprendre ont permis le développement le développement du prêt d'honneur en Afrique dans plusieurs pays, à citer le Maroc et la Tunisie, donc l'Afrique du Nord qui a pu bénéficier de la présence de ces 2 réseaux, mais également, notamment grâce à l'action d'Initiative France, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il faudra aussi remarquer, en tout cas on a pu le constater, notamment grâce à l'étude de l'Observatoire des prêts d'honneur en Afrique, l'Observatoire financé par l'AFD et une étude complémentaire financée également par l'AFD, on a pu également identifier d'autres acteurs qui ont pratiqué les prêts d'honneur, notamment au Nigeria, notamment au Kenya, avec des pratiques quasi similaires, sans forcément que ça soit appelé du prêt d'honneur, mais toujours avec quasiment ces fortes composantes qui sont le prêt, l'accompagnement, bien évidemment avec des composantes d'éducation financière et d'animation territoriale et de l'écosystème. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que ce prêt d'honneur ou ce dispositif de prêt d'honneur est, pour 40% des acteurs qu'on a pu identifier, sont des opérateurs dédiés au prêt d'honneur, comme par exemple les structures et les opérateurs d'initiative ou de réseau entreprendre, mais aussi pour 40%, ce sont
principalement des incubateurs ou des accélérateurs qui accompagnent des startups qui se sont saisis de ce dispositif pour compléter leur offre d'accompagnement avec un outil de financement. Et à ce titre, on peut citer 2 programmes principaux d'ailleurs qui ont permis la diffusion du prêt d'honneur en Afrique, qui sont donc le programme Afrique Innove et le programme AFIDBA, où en tout cas en grand partenariat et en tant que leader, nous avons l'incubateur Brandinov qui a permis aussi le développement de ces pratiques auprès de plusieurs incubateurs partenaires dans la région. Et avec nous aujourd'hui, Gilles Kounou, en tout cas l'un des bénéficiaires, pourra en témoigner tout à l'heure lors du panel. Pour vous donner donc une idée globale, on a pu identifier plus de 80 opérateurs qui couvrent à peu près 17 pays pour un montant global de 11 millions d'euros qui ont permis de financer plus de 3000 entrepreneurs avec une création d'emplois de plus de 9000 emplois créés ou maintenus. Un autre élément, je pense, important à citer sur le prêt d'honneur, c'est la typologie des projets qui ont pu en bénéficier. On a pu constater dans les différents pays où on a fait l'étude, ça peut commencer par des projets dans le secteur informel, notamment au Burkina Faso, où avec quelques centaines d'euros de prêt d'honneur, on permet le projet de passer du secteur informel vers le secteur formel pour se structurer et se développer, mais on peut aller également à des PME en stade de création, des projets vraiment en stade de création, à des PME un peu plus développées jusqu'à des startups, en tout cas avec des programmes comme on l'a cité au Maroc, en Tunisie, au Bénin et dans d'autres pays. Claire. Merci. Du coup, comme le disait Tamer, un des mots-clés en fait du prêt d'honneur, du dispositif de prêt d'honneur, c'est la question de la complémentarité. Complémentarité avec du coup d'autres outils financiers qui existent et de l'adaptabilité. Adaptabilité parce qu'il peut être utilisé pour des cibles différentes. Tamer a cité du coup les entreprises informelles et les startups, donc des entreprises très différentes, mais également pour des géographies qui sont très différentes, que ce soit au niveau local, national, ou du coup, on a vu que c'est présent déjà dans différentes régions du monde. Le fait de pouvoir l'utiliser pour de l'individu, de l'entreprise naissante ou du coup de l'entreprise technologique ou autre, ça fait également qu'au niveau de la politique, il peut être utilisé ou pour du soutien à l'emploi ou pour les startups par exemple, et donc pour des choses qui sont très différentes. On parlait tout à l'heure avant que la séance commence des diasporas, c'est aussi un des outils qui peut être utilisé. En tout cas, on espère pouvoir le prouver bientôt pour des diasporas. Quel rapport avec ce slide en fait? On vous a mis ici le continuum du financement. Alors c'est une version très simplifiée qui est plutôt orientée vers l'investissement. Pour le lire en fait, la flèche qui monte fait référence aux besoins en financement en termes de volume et la flèche sur le côté fait référence à la maturité de l'entreprise. Souvent, les entrepreneurs commencent par des petits investissements, soit récupérer auprès d'eux-mêmes, leurs fonds personnels, soit auprès de leur famille, de leurs amis, des subventions. Et puis petit à petit, en fait, ils peuvent se diriger soit vers de la microfinance, des business angels, des fonds d'amorçage, de capital risque, et puis ensuite du crédit bancaire. Le prêt d'honneur, en fonction de sa cible, en fonction des montants qui sont alloués et même des maturités, en fait, il s'adapte sur un niveau qui est sur une épaisseur de cible qui est très importante. Il peut aller du micro informel jusqu'à la start-up. Et donc, ça en fait un outil qui est très adaptable et très intéressant pour les politiques publiques. Tamer, si tu peux changer de slide, merci. Et donc, très concrètement, comment il peut être utilisé pour la création d'emplois et en soutien à la création d'entreprises? Souvent, les politiques d'appui au secteur privé mettent du temps à avoir des effets. Et une des difficultés auxquelles sont confrontées du coup les politiques, c'est qu'il y a un besoin de visibilité à court terme des actions, ne serait-ce que parce que les problématiques sont présentes tout de suite. L'avantage de ce dispositif est que le soutien est visible tout de suite. Il y a très vite des success stories qui peuvent être mises en avant.
Un autre avantage non négligeable, c'est l'incitation à la formalisation. Pour avoir un prêt d'honneur, l'entreprise doit être formalisée. Et également à la bancarisation. Elle doit disposer d'un compte bancaire. Vous voyez bien derrière qu'en fait, en tant que politique publique, c'est aussi des recettes fiscales qui sont à la clé. À moyen terme, c'est de l'emploi, c'est aussi la création d'un effet de levier financier et d'une dynamique en faveur de l'entrepreneuriat. Et petit à petit, au fur et à mesure que les opérateurs de prêt d'honneur s'établissent, ils mettent en fait en place cet effet d'entraînement de l'écosystème des territoires ciblés. On parlait tout à l'heure d'animation territoriale. Petit à petit, du coup, il y a un effet avec plus d'emplois et d'entreprises, les entreprises se développant et du coup permettant d'avoir et des entreprises clientes si elles font du B2B ou des fournisseurs. Et enfin, il y a un vrai effet d'éducation financière de l'écosystème local. Comme vous l'avez compris, le prêt d'honneur vraiment est un dispositif complet, agile et qui peut s'adapter à différents contextes, notamment dans les écosystèmes et les pays émergents. Et pourtant, son développement n'est pas toujours aisé. Et donc, on souhaiterait signaler, notamment comme nous avons aujourd'hui avec nous des autorités publiques et des institutions qui pourraient en tout cas s'en saisir et dire si on doit l'intégrer dans nos politiques publiques de soutien à la création d'entreprises et de soutien à la création d'emplois, quels sont les points auxquels il va falloir attention, même si ces points seront développés tout à l'heure, notamment avec nos panélistes. On a souhaité en tout cas mettre les lumières sur 3 points qui nous paraissent très importants. Le premier, c'est que le prêt d'honneur, déjà en tant qu'instrument financier, c'est un prêt assez souvent, il peut faire l'objet en tout cas de non-clarté sur sa position en tant qu'instrument financier dans l'échiquier des instruments financiers. Est-ce qu'il doit être régulé ou est-ce qu'il ne doit pas l'être? Et donc, ce qu'on recommande assez souvent, c'est que les autorités rapidement puissent se positionner là-dessus. Plusieurs études peuvent être faites et ont été faites dans plusieurs pays qui montrent qu'il n'y a pas forcément nécessairement en tout cas, il ne faut pas nécessairement mettre un cadre réglementaire spécifique. En revanche, cet instrument financier à taux zéro peut permettre, en tout cas avec un minimum d'encadrement, de se développer rapidement dans les écosystèmes avec une certaine agilité pour qu'il puisse réellement atteindre son potentiel de développement. Le deuxième point, c'est comme l'a expliqué Claire tout à l'heure, le prêt à taux zéro n'inclut pas des frais cachés qui sont répercutés à l'entrepreneur. Et donc, pour l'opérateur qui le distribue, qui l'accorde aux entrepreneurs, il faut trouver des solutions pour financer ces opérations. Et pour ce faire, assez souvent, c'est cette intégration dans l'écosystème, à la fois auprès des acteurs privés, auprès des acteurs financiers de l'écosystème local, mais aussi, pourquoi pas, auprès des autorités nationales, où il va falloir valoriser les impacts du prêt d'honneur, une création d'emplois dans une collectivité locale, dans un pays, c'est une création de richesse. Et grâce à cet accompagnement et cet instrument, il faut valoriser ces externalités positives auprès des opérateurs. Donc, il faut les financer, notamment dans les premières années, pour qu'ils puissent en tout cas mettre en œuvre leur mission et atteindre leurs objectifs de développement. Ce point est également important pour accompagner ces acteurs à grandir. On parle de le scale-up, en tout cas de ces acteurs, la mise à l'échelle pour que ces acteurs puissent grandir et atteindre une taille critique qui leur permet d'assurer la pérennité de leur modèle économique. Et enfin, un dernier point, comme on l'a vu, c'est un dispositif complet qui malheureusement assez souvent il est réduit à sa composante financière. Il est uniquement réduit au fait que ça soit un prêt à taux zéro accordé à l'entrepreneur, alors que c'est un dispositif beaucoup plus large. Et donc, pour pouvoir le développer dans un écosystème, il mérite, en tout cas à la fois qu'on fasse de la pédagogie auprès des différents acteurs pour qu'ils comprennent toutes ces dimensions et qu'ils puissent d'ailleurs agir sur ces différents leviers de développement. Et enfin, comme
pour qu'il se développe correctement et notamment qu'il puisse être approprié par des acteurs et qu'il devienne professionnel sur ces différentes dimensions, il y a besoin de promouvoir les bonnes pratiques, notamment les bonnes pratiques en termes de conformité réglementaire, de conformité juridique, mais aussi les bonnes pratiques en termes d'accompagnement, en termes de gestion financière des fonds de prêt et bien d'autres pratiques qui pourront être développées par la suite. Yasmine, je vous cède la parole pour démarrer la table ronde. Merci beaucoup, Tamer et Claire, pour cette présentation très intéressante. Pour nos auditeurs, je vous précise que vous allez voir apparaître dans le chat un lien pour télécharger la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez la télécharger pour vous y référer à nouveau, c'est possible, elle va être partagée avec vous. Voilà, donc nous allons donc maintenant passer à la partie table ronde de ce webinaire. Et notre premier intervenant va être Bruno Casalan. Bruno Casalan est directeur du développement international chez Initiative France. Initiative France, comme l'a mentionné Tamer tout à l'heure, c'est le premier réseau associatif de financement de créateurs d'entreprises. Et depuis 40 ans à peu près maintenant, les associations du réseau mettent en œuvre des prêts d'honneur en France. Depuis une dizaine d'années, des associations initiatives ont été créées sur le continent africain. On en compte aujourd'hui une vingtaine, si je ne me trompe pas, et elles ont soutenu en 2019 plus de 350 entreprises. Bruno intervient en compagnie de Mohamed El Mouden, qui est chef d'entreprise et qui préside depuis 2007 l'initiative Sous Moussa au Maroc, qui a été la première plateforme initiative sur le continent africain. Bruno, vous avez à peu près 10 minutes de temps de parole, comme l'auront les intervenants qui vous suivront. On a vu dans la présentation qui nous a été faite par Tamer et par Claire que les prêts d'honneur, par le fait qu'ils mettent autour de la table différents acteurs des territoires, permettent de créer une dynamique et de générer des impacts positifs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces impacts? Par quoi passe-t-il, notamment au sein de votre réseau? Oui, alors merci de nous laisser la parole, effectivement aussi de nous avoir invités à intervenir à cette table ronde pour présenter notre expérience du prêt d'honneur. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter cette expérience du point de vue d'Initiative France, qui est le réseau historique du prêt d'honneur en France, avec une activité de plus de 22 000 prêts alloués chaque année, avec 50 000 emplois qui sont générés par l'intervention de notre réseau. Juste rappeler d'abord en propos liminaire un élément important de notre mode d'intervention, car ces résultats sont aujourd'hui très significatifs, mais ils sont basés au démarrage sur vraiment une approche territoriale des questions de développement économique et des démarches de solidarité et de confiance envers des personnes désireuses de créer un projet d'entreprise. C'est-à-dire que le fondement même de notre dispositif d'accompagnement et de financement est une démarche humaniste qui se retrouve dans un projet associatif et qui délivre ces services qui semblent essentiels pour pouvoir permettre à quelqu'un de lancer son entreprise. Et les deux choses qui est apparu aux fondateurs d'Initiative France comme des éléments importants pour qu'un entrepreneur puisse créer son entreprise, c'est le renforcement de ses fonds propres et une insertion dans les réseaux économiques locaux. Ça se traduit aujourd'hui par une gouvernance partagée de chacune de nos associations. Au plan local, elles sont toutes représentatives de l'écosystème local d'appui à l'entrepreneuriat. On y retrouve les acteurs publics, les acteurs privés, les réseaux bancaires, les opérateurs d'accompagnement, qui tous donc se réunissent pour pouvoir offrir ce continuum de services financiers et non financiers à destination des jeunes entrepreneurs de leur territoire. Cette grande proximité aussi avec le territoire, elle a pour intérêt de pouvoir accompagner au mieux ces jeunes entrepreneurs dans chaque comité d'agrément, à chaque fois qu'une décision est prise. Cette décision est prise avec l'idée d'avoir une adéquation entre l'homme ou la femme qui présente son projet et le projet qu'elle est amenée à soutenir.
et puis une dimension territoriale qui est très forte, puisque les personnes qui décident de l'octroi de ce financement connaissent le territoire, connaissent le lieu d'implantation d'entreprise, connaissent le marché, connaissent les projets structurants qu'il y a autour. Donc toute cette connaissance aussi du territoire donne des clés de succès, à la décision et donc au projet d'entreprise qui est soutenu par la suite. Ça, c'est vraiment une dimension importante. On était ce matin avec Mohamed El Mouden encore au cours d'un comité d'agrément qui a soutenu des projets du territoire. Et les modalités de décision sont des choses, des subtilités de la connaissance, de l'expertise de l'écosystème local qui sont très importantes. Ça, c'est quelque chose qui est important dans notre mode de décision. Et puis, c'est aussi un mode de décision bienveillant. Ça, c'est très important. On accompagne la personne, on n'est pas là pour le sanctionner. C'est pas un jury qui délibère froidement si un financement va être offert à un entrepreneur ou pas. On a une approche très bienveillante à son endroit et on accompagne réellement l'entrepreneur dans la réalisation de son projet pour qu'il puisse se développer. Et in fine, ça génère des impacts sur le territoire puisque ça améliore les coopérations entre les acteurs, ça c'est indéniable. Les acteurs qui sont mobilisés autour des plateformes initiatives sont amenés à se réunir régulièrement dans les comités d'agrément, dans les conseils d'administration d'associations. Et de manière informelle, ça crée des liens dans le tissu, dans l'écosystème local pour pouvoir générer des projets peut-être de développement économique, d'infrastructure, puisque les collectivités sont présentes, les entreprises privées sont présentes. Donc, ils peuvent être amenés à discuter aussi de choses importantes pour le développement économique du territoire. Donc, je crois que pour ça, ça en fait des lieux assez uniques de concertation et aussi d'action pour le développement économique des territoires. Voilà, donc dans les impacts positifs, il y a effectivement l'impact direct de la création d'une entreprise, d'un emploi, donc, puisque bien souvent les entrepreneurs qui s'adressent à nous sont des personnes au chômage. Et puis, il y a l'impact de la densification du tissu économique local, l'impact aussi de la mobilisation d'expertise bénévole, puisque l'ensemble de notre réseau aussi s'appuie beaucoup sur le bénévolat, pour accompagner les entrepreneurs. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire. Et ce concept initiative qui existe en France depuis 35 ans, on l'exporte effectivement depuis une dizaine d'années et je vais laisser dans quelques instants la parole à Mohamed El Mouden pour qu'il puisse vous faire part de son expérience ici dans Sousmassa qui est pour nous un flagship. Hein, c'est vraiment l'étendard de notre concept à l'international. Aujourd'hui, cette activité, elle se développe dans de nombreux pays, dans 8 pays au total, avec historiquement le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie, depuis plus récemment la Côte d'Ivoire et le Tchad. Et puis, on travaille sur des projets également en ce moment au Cameroun, au Sénégal et en Mauritanie. Dans cette démarche, il y a quelque chose aussi qui a été important, c'est-à-dire que les premières actions de notre développement à l'international ont été beaucoup supportées par les collectivités locales françaises dans le cadre de coopération décentralisée. C'est ce qui a permis notamment la création de l'initiative Sousmassa et de bien d'autres associations. Et à un moment donné, des réalisations sur ces deux territoires, notamment au Burkina et au Maroc, ont attiré l'œil de partenaires et au premier rang desquels l'Agence française de développement, qui a, au cours des 10 dernières années, vraiment accompagné l'essor de ce dispositif, de notre modèle, de notre concept en dehors des frontières, accompagné tant dans la capacité à ce que nous puissions intervenir pour exporter notre savoir-faire, mais aussi en mettant en place des fonds de prêt d'honneur ou en les finançant, en finançant notre assistance technique, en finançant aussi des programmes qui permettent de pouvoir faire des pilotes sur certains pays. Et ça, c'est déterminant parce que au-delà de cet accompagnement que nous a apporté la AFD sur ces dimensions, l'accompagnement institutionnel est aussi assez puissant puisqu'ils ont été à l'écoute quand on a eu des interrogations sur la question d'encadrement réglementaire du prêt d'honneur, sur la question de la professionnalisation aussi des opérateurs.
Et en finançant notamment l'Observatoire des prêts d'honneur, il y a eu cette dimension accompagnement institutionnel qui est très forte. Et voilà, je tenais à les remercier vraiment pour ce partenariat assez unique qu'on a avec eux depuis une dizaine d'années maintenant pour accompagner l'essor de notre concept hors des frontières. Et je laisse la parole à Mohamed ou Yasmine, si ça vous convient, bien entendu. Allez-y. Nous présenter l'initiative Sousmassa, les quelques réalisations. Voilà, l'initiative Sousmassa est la première plateforme créée hors territoire français qui travaille selon le modèle Initiative France. Donc, on a pu quand même réussir quelque chose dans notre pays, dans notre région. C'est la création de plus de 800 entreprises et qui ont généré plus de 3000 emplois dans la région de Sousmassa. Donc, au début, on n'a pas fait carrément copier-coller du modèle Initiative France, mais on l'a adapté à notre réalité socio-économique. Donc, c'est un peu ce qui a fait la réussite parce que, pour la simple raison que même nous, on est au courant que toutes les plateformes du réseau Initiative France ne travaillent pas tous de la même façon, mais il y a des lignes rouges, il y a des valeurs qu'il faut garder. C'est un peu la gratuité, donc à taux 0%. Et en plus, il y a aussi cette confiance, c'est sans garantie. Et en plus de ça, il y a un esprit de solidarité qu'on a pu quand même instaurer autour de ce modèle. Donc le point fort aussi, je dirais, c'est un peu la création d'un partenariat public-privé. Donc tout le monde s'assoit autour de la même table pour le même modèle. Ça veut dire que toutes les structures ou toutes les administrations publiques et semi-publiques et aussi privées qui travaillent dans l'entrepreneuriat sont siègent au conseil d'administration de l'initiative Sousmassa. Tout le monde travaille ensemble. Donc, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Les structures qui sont chargées de la formation, bon, ils font de la formation. Ceux qui font de l'accompagnement, ils font de l'accompagnement. Et nous, on fait bien sûr tout ce qui est financement. Ces derniers temps, donc, on a pu signer avec des banques pour le cofinancement aussi. Donc, on a eu cette confiance. On est aussi comme partenaire, donc avec Awad Drissi Amraoui, donc qui est là. Donc, on a signé aussi avec la CCG pour garantir la pérennité aussi de notre association. Donc, la CCG, on est en convention de partenariat avec eux. Donc, ils garantissent un peu les prix. Et donc, la première association qui a pu signer avec la CCG, c'est Initiative Sousmassa. Donc, pour nous, c'est très important pour la simple raison qu'on accompagne notre conseil régional, qui est le fondateur avec la Chambre de commerce et de l'industrie et des services de Sousmassa. C'est les fondateurs. Ils ont été rejoints par toutes les autres organisations chargées, comme j'avais bien dit, de tout ce qui est entrepreneuriat en général. Tout ce qui est CRI, tout ce qui est ANAPEC, tout ce qui est ADS, tout ce qui est l'INDH, tout ce qui est différentes fondations. Le privé aussi est en train de jouer un grand rôle dans l'écosystème de l'initiative Sousmassa. Donc, c'est un peu ce modèle qu'on a pu réussir parce qu'on accompagne aussi nos collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leur plan de développement. Et je vous donne énormément d'exemples que vous avez cité, que les prédécesseurs, les deux intervenants ont cité. C'est par exemple quand le conseil régional avait voulu développer l'industrie cinématographique à Ouarzazate, parce que Ouarzazate dépendait de notre région avant le dernier découpage actuel. Donc, Ouarzazate, comme tout le monde le sait, il y a une industrie cinématographique très développée. Donc, on avait besoin de toutes les TPE dans cette industrie. Donc, on avait créé un fonds spécial pour aider les porteurs de projets dans ce domaine-là à se développer et à créer leur entreprise et un peu avoir cette valeur ajoutée de l'écosystème de l'industrie. Après, donc, quand on a vu que notre tourisme de la région Sousmassa et surtout d'Agadir ne dépendait que du balnéaire, on voulait un peu diversifier notre produit touristique et on voulait aller vers tout ce qui est tourisme écologique, tourisme rural, qui intéresse de plus en plus. Donc, on a vu que notre produit, il faut qu'il soit diversifié pour se développer. Il ne peut pas seulement s'arrêter rien qu'à la mer et au soleil. Donc, on a voulu développer le tourisme rural. Donc, sur ça, on a créé aussi un fonds spécial pour le tourisme rural. Ce fonds-là nous a permis de financer
des structures d'hébergement dans le monde rural et aussi des structures d'animation touristique dans le monde rural. Et ce qui a fait que l'Initiative Soubassa avait géré ce fonds pour la région. C'est toujours l'Initiative Soubassa qui gère les fonds de la région pour l'aider à la mise en œuvre de son plan de développement. Même pour la femme, on a vu que les femmes ne représentaient pas au début que 12% de nos porteurs de projets. Donc, on a vu qu'il faut un peu arriver à la moyenne française qui est de 27% des porteurs de projets. Bruno peut me corriger sur le chiffre. Je suppose, d'après ce qu'on m'a dit la dernière fois, c'était 27% que représentaient les femmes porteurs de projets de l'Initiative France. Donc, on a créé un fonds spécial aussi pour ces femmes porteurs de projets. Et on est passé de 12% à 27% de nos porteurs de projets sont des femmes. Donc, on est arrivé à la moyenne française grâce à un fonds spécial femmes. Aussi, sur tout ce qui est, comme tout le monde le sait maintenant, c'est l'économie verte. Donc, on a vu que notre région aussi voulait un peu développer tout ce qui est économie verte. Donc, on a mis en place un fonds spécial qui nous a été remis par l'Agence de développement social, l'ADS, un de nos partenaires, un de nos grands partenaires qui nous ont financé pour créer un fonds spécial pour les entreprises dans le domaine de l'économie verte. Et c'est comme ça qu'on a financé aussi des entreprises dans ce sens. Ça veut dire que nous, on est un acteur maintenant incontournable dans la région pour la simple raison qu'on facilite aussi tout ce qui est procédure parce que les conseils, même si les collectivités territoriales, pour faire ce genre de travail, ils ne pourraient pas le faire parce qu'ils n'ont pas cette flexibilité dans leur procédure et dans tout ce qui fait. Donc, ils nous remettent des fonds spéciaux avec des critères bien clairs. Et c'est comme ça qu'on a pu un peu les accompagner dans leur développement. Mais il faut dire aussi que on a essayé d'être le plus transparent possible. Donc, on met des critères vraiment transparents pour qu'il n'y a pas de... on n'a pas on ne veut pas être très critiqué sur notre travail. Donc, on met des choses très claires. On est accompagné depuis le premier jour par un commissaire au compte qui nous suit et qui nous accompagne et qui nous recommande de travailler dans une certaine transparence et plus de clarté. C'est un peu ce qu'a fait notre force en ce moment. Donc, on est là aussi pour recevoir, comme a bien voulu le dire Bruno, des plateformes subsahariennes, africaines, pour aussi le partage d'expériences et pour aussi qu'ils s'inspirent de notre expérience et les aider aussi à créer des plateformes similaires dans leur territoire. Merci, Monsieur Elmouden. Je suis sûre que ce que vous venez de dire n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci aussi pour les exemples que vous avez donnés qui montrent comment le prêt d'honneur permet vraiment de s'adapter à la réalité locale des territoires et à leurs besoins qui peuvent être très différents. Vous avez mentionné la CCG, on aura plus tard un intervenant de la CCG, mais maintenant je voudrais donner la parole à Gilles Kounou, qui est directeur de OpenSea au Bénin et qui a fondé donc cette start-up qui est active dans le domaine de l'e-santé depuis 4 ans à peu près et qui a bénéficié d'un prêt d'honneur. Donc, Gilles, est-ce que vous pourriez alors brièvement nous présenter l'activité de votre entreprise et nous expliquer pourquoi vous avez eu recours à un prêt d'honneur, dans quel cadre et comment est-ce que celui-ci vous a aidé à développer votre entreprise? Bonjour Yasmine et bonjour à tous les participants. Je veux prendre la parole en commençant par remercier en fait ICR de nous avoir invités pour parler de notre expérience du prêt d'honneur vécu en tant que start-up, ce qui est différent de l'expérience qu'un investisseur peut vivre. GoMedical, qui est la start-up que nous avons fondée depuis 2018, a bénéficié d'un prêt d'honneur de la part du programme Afrique Innove qui était l'idée par Bondinov. Et
GoMedical est une start-up qui exerce dans le domaine de la e-santé avec comme vocation première de rapprocher les patients du système hospitalier en contournant des objectifs, en contournant des difficultés comme celle de la difficulté à trouver de l'information de santé fiable, à rapprocher ou à retrouver un professionnel spécialiste de santé. Dans un contexte où, au Bénin, où nous avons créé la start-up, on comptait à peu près un peu plus de 1000 médecins pour 12 millions d'habitants et moins de 30% de ces médecins sont des spécialistes, avec en plus une concentration particulière de ces médecins et des centres de santé privés qui vont essentiellement résider dans 2-3 grandes villes qui se trouvent toutes au sud du pays. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons créé GoMedical pour permettre à des patients qui peuvent être répartis sur tout le territoire de retrouver un spécialiste de santé, son lieu d'exercice, de prendre contact avec lui en amont, de partager son dossier médical avec lui en amont et d'éviter de faire plusieurs va-et-vient avant de pouvoir accéder à ce professionnel parce qu'on a pris un rendez-vous qui est ferme. Et au-delà de ça, nous apportons aussi de l'information de santé généraliste à toutes les personnes qui utilisent notre plateforme et une capacité qui est aujourd'hui donnée aux professionnels de santé de suivre le patient à distance à travers son dossier médical, son mini-dossier où il enregistre ses constantes, mais aussi à travers la téléconsultation que nous avons mis en œuvre, une téléconsultation intelligente que nous avons mis en œuvre dans le cadre du Covid. Et donc, dans quel cadre est-ce que vous avez pu bénéficier d'un prêt d'honneur et comment vous l'avez utilisé pour développer votre entreprise? Aujourd'hui, GoMedical, c'est une spin-off, clairement, de OpenSI. Mais à l'époque, c'était notre plateforme majeure que nous développions. Et même si on pouvait anticiper le fait que nous bénéficierons de la trésorerie dans le temps pour développer toutes les fonctionnalités de la plateforme et faire notre acquisition client initiale, il y avait besoin d'un investissement important en une fois. Voilà, investissement important en une fois pour opérationnaliser rapidement la plateforme, en sachant que dans l'économie des plateformes, on avait généralement la difficulté du problème que j'appelle celui de la poule et de l'œuf. Il faut des patients pour attirer les médecins et il faut des médecins pour attirer les patients. Et donc, il fallait financer à la fois l'acquisition des patients, initiale des patients et l'acquisition initiale des professionnels de santé et des structures sanitaires. Et dans le même temps, il fallait développer les fonctionnalités principales. Et donc, le besoin d'argent en une fois était très immédiat. Et l'intérêt du prêt d'honneur était que cet argent arrivait en une fois dans nos mains et nous permet ensuite d'étaler ce remboursement par rapport à notre flux de trésorerie. Donc, même pour une entreprise ou une start-up qui débute et qui est même en capacité de faire du revenu, le prêt d'honneur a un intérêt immédiat, en ce sens qu'il vous apporte de la capacité à investir tout de suite et une somme conséquente. Parce que de toute façon, même si votre produit marche, le flux de revenus sera étalé dans le temps, alors qu'au début de ce genre d'aventure, économie de plateforme, on a besoin de faire un investissement important tout de suite. Donc, nous, notre prêt d'honneur nous a permis donc, de financer à la fois l'acquisition des premiers professionnels de santé et des centres de santé. Aujourd'hui, nous avons les 80 plus grandes centres de santé du pays. On a 400 médecins et plus de 20 000 visites. Et pendant qu'on faisait ça, on a pu financer en même temps l'acquisition des patients pour éviter de tomber dans le cercle vicieux de la poule et de l'œuf. Et à côté de cela, ça nous a permis aussi de venir tout de suite auprès des professionnels avec une plateforme
qui avait déjà un certain nombre de modules importants et qui donnaient de la valeur clairement aux professionnels de santé, qui en réalité sont nos prescripteurs au niveau de la plateforme. Donc, c'est essentiellement ce que ça nous a permis de faire, avec quelques autres avantages qui est que c'est un prêt qui arrivait dans un contexte où il n'y avait pas de garantie à donner pour des gens qui sont des jeunes entrepreneurs, donc qui n'ont généralement pas de garantie matérielle au sens du système bancaire. Également, c'est de l'argent que nous recevons dans un processus où vous êtes généralement suivi et accompagné. Et donc, ça permet d'avoir développé une certaine discipline financière parce qu'il faut rembourser ce prêt à des échéances fixes. Mais ça permet aussi d'avoir un premier levier de confiance sur lequel nous, par exemple, nous sommes appuyés ensuite pour obtenir des subventions et d'autres financements de la part d'organisations des Nations Unies, par exemple, ou de la part d'organisations privées et indépendantes qui nous ont financés pour notre développement. Merci. Donc, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, en fait, c'est que le prêt d'honneur, ça a été un instrument important pour vous pour investir, pour pouvoir accéder au marché, à la fois aux clients et aux professionnels de santé. Et ensuite, ça a aussi créé un effet de levier important pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à d'autres sources de financement après. Merci Gilles d'avoir partagé cette expérience avec nous. Je vais me tourner maintenant vers Omar Idrissi Amraoui, qui est chef du service des fonds d'investissement à la Caisse centrale de garantie du Maroc. La CCG, c'est donc une institution publique marocaine qui est assimilée à un établissement de crédit. Et parmi ses missions, elle contribue à donner une impulsion à l'initiative privée en encourageant la création, le développement et la modernisation des entreprises. Omar, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la CCG s'est saisie de l'instrument qu'est le prêt d'honneur pour l'intégrer dans un programme plus large d'aide à la création d'entreprises, spécialement pour les entreprises innovantes? Et en pratique, nous dire en quoi consiste et comment marche le système de distribution de prêts d'honneur auquel vous contribuez. Merci Yasmine pour cette introduction. Effectivement, la CCG est le bras financier de l'État. On est là pour insuffler une dynamique au secteur privé, favoriser l'accès au financement pour les entreprises. Donc, à travers cela, on opère à travers trois principaux mécanismes de financement, qui est la garantie, le cofinancement et le financement du haut de bilan. Alors, la CCG, déjà en 2014, avait lancé un premier dispositif de garantie pour soutenir les associations, les associations de distribution de financement de prêts d'honneur, le tissu associatif qui est en charge d'accompagner les jeunes porteurs de projets pour la création d'entreprises. C'est à travers ce produit qu'on appelle Mouakaba qu'on a pu garantir jusqu'à 70% du portefeuille de ces associations. Donc, à date d'aujourd'hui, on a deux partenaires, dont l'association Initiative Sousmas. Donc ça, c'était en 2014. Puis en 2017, dans le cadre de l'objectif des pouvoirs publics pour soutenir la création et le développement des startups au Maroc, on a mis en place le fonds Innovibest, qui est disons, un dispositif de financement global et intégré, destiné au financement et à l'accompagnement des startups, qui intègre parmi ces instruments également le prêt d'honneur. Donc, la différence par rapport au premier instrument de garantie, c'est que cette fois, la CCG intervient à travers le prêt d'honneur pour financer des startups dans une phase très spécifique, qui est celle de l'accès au financement. Donc, le prêt d'honneur fait partie d'une batterie de mesures
qui sont mis en place par le F2I, le fonds InnovInvest, qui comprend une subvention, ce qu'on appelle InnovIDEA, un financement par prêt-donneur InnovStart, de l'equity, de l'appui aux business angels, également des financements pour la croissance et au développement d'entreprises sous forme d'avance remboursable InnovRisk, et enfin sous forme de prêt participatif, et cette fois avec un taux d'intérêt, mais qui est quand même très compétitif par rapport au marché, qu'on appelle InnovDev. Alors, la particularité d'InnovStart, comme j'ai dit, c'est que c'est un produit de financement, donc c'est un prêt d'honneur à 0%, sans garantie, bien sûr, comme vous l'avez si bien précisé au début, mais qui est distribué à travers des partenaires de la CCG à l'étape de préamorçage des startups. C'est-à-dire que la cible à ce niveau, c'est des jeunes entrepreneurs qui sont très en amont dans le développement de leur projet. Donc ce qu'on appelle, nous, la phase pré-amorçage. Et à ce niveau, ils ont besoin d'un accompagnement dédié, spécifique, pour leur permettre de faire maturer leur projet et de le réaliser dans de bonnes conditions. Alors, donc, on s'est mis en partenariat avec des structures d'accompagnement de l'écosystème qui sont des incubateurs, des accélérateurs entreprises ou des clusters. Donc, dont l'objectif, en fait, d'assurer en fait cet accompagnement qui est nécessaire et qui viendrait en complément, donc plutôt en parallèle d'un financement jusqu'à 500 000 dirhams en prêt d'honneur, pour justement permettre à ces startups d'atteindre un niveau de maturité suffisant, leur permettant de lever des fonds en equity, en capital risque ou en capital ou quasi-capital, à travers des fonds d'investissement qui ont été structurés dans le cadre également du F2I. J'espère que j'ai été clair, donc j'ai bien pu schématiser. Donc on est dans un continuum de financement. On est dans un continuum de financement. Donc, on est dans un continuum de financement et le prêt d'honneur joue ce rôle pour financer l'accès au marché des startups qui disposent d'un prototype ou d'un MVP déjà en place, déjà prêt. Et donc, le prêt d'honneur est distribué par nos partenaires, structures d'accompagnement labellisées, qui se chargent également de le recouvrer. Alors, comment on a fait ça concrètement? Techniquement parlant, donc la CCG a dû faire des appels à manifestation d'intérêt pour sélectionner ses partenaires de l'écosystème. Donc, il y a eu un cahier de charge dans lequel il y a eu, avec une grille de notation, donc la CCG a reçu des propositions, et donc ces structures d'accompagnement ont été évaluées sur la base de leur programme d'accompagnement, sur la base de leurs ressources humaines et matérielles qu'ils mettent à disposition des entrepreneurs, et sur la base de leur pérennité financière. À partir de là, on a également distingué celles qui ont disons qui ont une expérience dans le financement, qui ont par le passé géré des fonds pour compte propre ou pour le compte de tiers, et qui ont un système d'information, disons, et on a audité leur système d'information pour voir effectivement s'ils étaient capables de gérer des financements et de gérer le recouvrement des échéances du prêt d'honneur. Donc à partir de là, donc on a distinguer deux catégories de labellisation, deux catégories de structures partenaires, une catégorie de structures qui dispose d'une manière de faire, d'un programme, des critères, des prérequis nécessaires pour être partenaire de la CCG dans le F2I. Mais on a également distingué des structures, disons, un petit peu plus premium, qui disposent, comme j'ai dit, d'avantages ou disons
d'outils suffisants, humains et matériels, leur permettant de gérer en plus de prêts d'honneur. Donc, c'est uniquement les catégories, ce qu'on appelle une catégorie 2 de labellisation. C'est parmi les 16 partenaires qu'on a dans le cadre de 16 structures d'accompagnement partenaires de la CCG dans le F2I, on a 4 ou 5 structures d'accompagnement qui sont habilitées à distribuer du prêt d'honneur. Et donc, voilà, donc en fait, le prêt d'honneur est certes un instrument, disons, important dans la création des entreprises et donc pour le renforcement de fonds propres et des startups pour leur permettre d'atteindre un niveau de croissance, disons, leur permettant d'atteindre soit equity ou de lever des fonds via de la dette, mais il doit nécessairement être géré dans de bonnes conditions et donc nos partenaires ont été audités et sont donc voilà, sont aptes à pouvoir le distribuer et à pouvoir le recouvrer. Merci. Merci Omar. Donc, d'après ce que vous nous dites, ce que vous avez dit, donc le prêt d'honneur s'inscrit dans un continuum de financement. Et oui, de ce que je comprends, c'est vraiment pour faire le lien entre les subventions et après l'accès à des fonds d'investissement ou l'accès à des prêts bancaires plus traditionnels. Donc, merci Omar. Nous allons passer maintenant, donner la parole à Virginie Lucas, qui est responsable d'équipe projet et référente entrepreneuriat au sein du département éducation, formation professionnelle et emploi à l'AFD. Je ne suis pas sûre que ça vaille le coup de présenter l'AFD, mais bon, c'est un établissement public français qui est en charge de la mise en œuvre de la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale et qui est présent dans plus de 110 pays. Virginie, vous allez pouvoir nous présenter le point de vue d'un bailleur sur le prêt d'honneur. Dans quelle mesure est-ce que l'AFD soutient des mécanismes de prêt d'honneur et en quoi est-ce que c'est pour vous un instrument intéressant, peut-être pour mettre en œuvre des politiques publiques, par exemple? Merci Yasmine et merci à la facilité de nous permettre d'exposer notre stratégie en la matière et les partenariats qu'on a pu développer. Historiquement, l'AFD collabore sur des sujets prêt d'honneur depuis une dizaine d'années. Je pense que le premier appui a dû être donné dans le contexte de la Tunisie post-révolution en 2011. C'est tout à fait cohérent puisqu'il s'agissait à l'époque d'appuyer les initiatives de la société civile en faveur du secteur privé et du développement économique, notamment dans les régions reléguées. Je pense aux régions du sud de la Tunisie. L'AFD, en tant que partenaire technique et financier, travaille de deux manières avec les acteurs qui mettent en œuvre des dispositifs de prêt d'honneur, parfois à leur initiative, quand ils nous proposent des demandes de subventions en fait, pour appuyer plutôt des programmes en soft. Je pense à la structuration de fêtières nationales, par exemple, avec Initiative France dans un certain nombre de pays, Maroc, Tunisie, Burkina Faso, Mali notamment, mais également en tant qu'opérateur sur d'autres projets, puisque un certain nombre d'opérateurs ont développé une ingénierie qui est adaptable avec vraiment des références qualité assez fortes, qui est adaptable pour monter des dispositifs de prêt d'honneur dédiés à différentes cibles, à différents territoires, en collant le plus au réel et aux besoins des entrepreneuses et des entrepreneurs de ces régions ou de ces types de populations. Mohamed El Mouden évoquait tout à l'heure la question des entreprises vertes ou le ciblage sur les femmes notamment. Donc, je dirais qu'on a appuyé historiquement différents types d'interventions, certains travaillant principalement sur des politiques publiques et sur la participation à la mise en œuvre de ces politiques conduites par l'État.
et d'autres sur des partenariats plus privés. Donc, je vais vous décrire peut-être deux projets emblématiques sur lesquels on a travaillé. Nous collaborons sur un système de recontractualisation de sa dette avec l'État de Côte d'Ivoire et avec son agence Emploi Jeunes sur le déploiement et la territorialisation d'une offre de services pour l'emploi des jeunes et notamment sur la création d'entreprises par ces jeunes femmes et ces jeunes hommes. Il nous a semblé intéressant de promouvoir cette expérience française, parce que c'est un savoir-faire français, des prêts d'honneur comme un des moyens d'appuyer ces créations d'entreprises. Et à ce titre, Initiative France a déployé une ingénierie de projet auprès de l'État ivoirien afin de pouvoir développer à ce jour 3 plateformes dans 3 régions différentes de la Côte d'Ivoire. Bientôt 2 autres seront mises en place, on l'espère en tous les cas, en développant à chaque fois une analyse du territoire, de ces acteurs économiques, des systèmes financiers qui y sont présents, de l'offre de services à l'entrepreneuriat qui existe déjà, pour se mettre en réseau, en référence avec tout ce travail, mobiliser les acteurs économiques qui savent ce dont le territoire a besoin économiquement et quels sont les marchés à couvrir et qui peuvent au mieux appuyer techniquement, mais également financièrement via les prêts d'honneur, des entrepreneuses et des entrepreneurs qui, faute de garantie, n'auraient pas accès à du financement du système financier établi. Bien sûr, l'objectif est quand même de réussir à faire levier sur ce système financier, microfinance ou banque, dans la mesure du possible, en amoindrissant finalement l'analyse du risque sur ces projets qui sont portés et accompagnés par les plateformes. Dans le cas du Tchad, qui est encore un autre profil de pays avec un système financier, un système entrepreneurial plus embryonnaire, je dirais, que celui de la Côte d'Ivoire, là, le partenariat a été établi avec une association qui s'appelle Bet Al Nadja, qui regroupe en son sein, dans sa gouvernance, des acteurs du système financier, des acteurs publics, Agence nationale de l'investissement, de l'emploi, fonds de formation professionnelle, mais également la Jeune Chambre économique du Tchad et d'autres représentations d'organisations professionnelles et du patronat. Il s'agissait, via cette association, de créer une culture commune de ce qu'est l'appui à l'entrepreneuriat et une offre de services techniques et financières adaptée à la demande des entrepreneuses et des entrepreneurs. Ce projet a commencé en 2015. Dans un premier temps, il n'avait pas d'outils financiers dédiés. Il a fallu se rendre à l'évidence lors de son évaluation qu'on n'arrivait pas à mobiliser le système financier du Tchad, établissement de microfinance et banque, pour financer ces entrepreneuses et ces entrepreneurs. Et donc l'idée du prêt d'honneur comme solution, comme marche pour accéder à la création de l'activité et comme pour faire la démonstration de sa viabilité a été mis en place. Donc il y a un fonds qui a été mis en place en 2020 d'1 million d'euros qui va permettre de financer, on l'espère, un grand nombre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, et qui va permettre également de faire levier et de changer les pratiques de l'environnement bancaire et de microfinance pour qu'ils puissent se mobiliser sur ces projets et sur ces nouvelles cibles. Juste rapidement, pour dire peut-être en tant que bailleur les difficultés qu'on a pu aussi cibler, et notamment dans l'étude qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a cette question de la compatibilité avec les questions réglementaires. C'est très important de pouvoir placer le prêt d'honneur et sa pratique au sein d'un environnement réglementaire qui n'est pas celui de la banque et de la microfinance à ce jour. Donc, on ne peut pas assigner les mêmes exigences à un outil qui ne bénéficie pas des mêmes avantages. Il faut vraiment regarder le prêt d'honneur comme un outil de politique publique et pas comme un produit financier. Je pense que c'est extrêmement important. Sinon, en tous les cas, en tant que praticienne, on se trompe de lunettes à chaussée pour le regarder. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en France, où il bénéficie d'un régime particulier en tant qu'outil de politique publique d'emploi et d'entrepreneuriat au service des collectivités locales et de la politique publique d'emploi. Ça amène à se questionner aussi sur son modèle économique, puisque ça a un coût. Bien sûr, le fonds de prêt qui est à plus de 95% dans les expériences qu'on connaît remboursé, donc c'est plutôt un succès en termes de taux de défaut. Ce fonds de prêt est renouvelable. Ce n'est pas le cas des frais de structure, finalement, des ressources humaines dédiées à cet accompagnement, au suivi des entreprises, à la sensibilisation, etc.
c'est à la fois une préoccupation, mais c'est également un enjeu de partenariat et de collaboration dans les écosystèmes dans lesquels ces plateformes ou ces opérateurs de prêt d'honneur s'intègrent, puisque si on prend l'exemple ivoirien, l'agence Emploi Jeune peut très bien décider de soutenir ces aspects soft au motif que cela permet de couvrir l'ensemble de son territoire en matière d'appui à l'entrepreneuriat et que c'est un coût que l'État ivoirien peut couvrir. C'est un choix de politique publique en fonction des résultats obtenus. En tous les cas, c'est une possibilité qui est ouverte. Dans le cas d'environnements comme le Tchad ou des environnements sahéliens où les États et les moyens dédiés aux politiques publiques d'emploi ou d'entrepreneuriat sont plus restreints, des partenariats avec le système bancaire, avec le système de la microfinance, pour finalement essayer de créer un pipe de projets qui serait finançable par ces structures, peut également être envisagé. C'est ce qui a été développé dans certains cas en France. La plupart des banques françaises, notamment, ont des filiales dans les pays que j'ai évoqués. Donc, ça reste une possibilité. C'est un cas de changement de pratique. Je vous remercie. Au revoir. Merci Virginie. Pour rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, ça se rapproche un peu de ce que disait Omar, au sens où une fois que les projets ont été financés par des prêts d'honneur, ils peuvent être financés par des structures bancaires plus traditionnelles, que ce soit des fonds d'investissement, comme l'a mentionné Omar, ou des banques avec lesquelles un partenariat aurait été créé. Écoutez, merci beaucoup pour cette contribution, Virginie. Vous avez abordé plein de sujets, c'est très intéressant. On va maintenant passer à la partie questions-réponses du webinaire. Donc, j'invite les auditeurs à poser leurs questions dans la fenêtre de chat que vous avez normalement en haut à droite de votre écran. En attendant que vous posiez vos questions qui peuvent s'adresser aux intervenants de la table ronde, tout comme aux intervenants qui ont fait la présentation initiale, je voudrais souligner le fait que dans la fenêtre documents à distribuer de GoToWebinar, vous avez maintenant les slides de la présentation d'aujourd'hui en français et en anglais que vous pouvez télécharger. Et vous avez aussi une petite fiche de présentation de la facilité ICR. On va commencer, si vous le voulez, par une question très basique. Quel est le montant moyen des prêts d'honneur qui sont attribués sur le continent africain? Alors, je ne sais pas bien qui pourrait répondre le mieux à cette question, peut-être Virginie ou Bruno ou Mohamed avec l'exemple marocain. Alors, nous, on a des chiffres qui concernent l'activité des plateformes initiatives qui sont créées hors des frontières. Hein, donc, voilà, les résultats qu'on vient de consolider sont sur une année qui a été toute particulière pour notre réseau français, mais aussi pour notre réseau international, hein, puisque l'activité a été pas mal impactée par les activités de la crise sanitaire. On organise normalement des comités d'agrément pour octroyer les financements en présentiel. Là, vous vous doutez bien que ça a pu avoir un effet de freinage sur nos activités. En tout cas, sur les 16 plateformes qui sont opérationnelles en dehors de nos frontières, cette année, c'est pas de 400 prêts d'honneur qui ont été octroyés. Le montant moyen sur ces zones est de 3 500 €, mais en fait, ça revêt des réalités très différentes. Par exemple, le montant moyen en Tunisie est autour de 3 300 €, mais on a un secteur financier, notamment parapublic, qui est très actif, comme la BTS ou la BFPME, et ce sont des effets de levier financiers qu'on a facilement donc, sur les projets qui sont soutenus par les plateformes du réseau Initiative Tunisie. En revanche, dans des endroits où ce secteur financier n'est pas encore, il y aura des changements en 2021, mais où le secteur financier n'est pas encore
très attirés par cette cible d'entreprise. Pour le territoire du Maroc, la plateforme Initiative Sousmassa fait des prêts autour de 6 400 € en moyenne. Donc voilà. Donc après, ça va dépendre de chaque territoire, hein. On peut avoir le plus faible étant à ce stade le Sénégal, où on a une première expérimentation très orientée sur l'entrepreneuriat féminin, petits métiers d'artisanat, et là où les prêts étaient l'année dernière autour de 900 € en moyenne. Et puis voilà, sur la Côte d'Ivoire, on a des prêts plutôt avoisinant les 3 200 €. Au Burkina, c'est 1 200, mais avec des variétés assez fortes, puisque les plateformes prêtent des petits montants sur les zones rurales, mais sur Waga peuvent accompagner des projets plus importants et qui accèdent à d'autres niveaux de financement d'ailleurs par la suite. Et en quelques mots sur le résultat, effectivement, sur ces 385 prêts d'honneur, ça a représenté 1 352 000 € de prêts d'honneur alloués en 2020. 216 de nos bénéficiaires sont des jeunes de moins de 35 ans, 142 sont des femmes, et ça a généré, ces 385 prêts d'honneur, donc entreprises, ont généré la création de 1300 emplois sur les 16 territoires où nous intervenons. Voilà en quelques mots. Et je ne sais pas, peut-être que Tamer, vous avez des infos plus globalisées sur l'activité des prêts d'honneur. Peut-être Omar, avant de peut-être donner quelques éléments, effectivement, laisser Omar donner un aperçu de la réalité sur le terrain, effectivement, au Maroc. Alors, merci Tamer. Alors, en ce qui nous concerne la CCG, ce qu'il faut différencier, en fait, c'est le type, en fait, de cible. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat classique, certes, les montants de prêt avoisinent ce qui a été cité par Bruno. En fait, on est aux alentours de 6 000 à 10 000 € par entreprise. Mais là, on est sur l'entrepreneuriat classique. C'est des métiers, souvent, c'est finance des entrepreneurs qui sont parfois même en finance d'entrepreneuriat de survie, hein, on va dire, finance des entrepreneurs en fait qui veulent, dont l'objectif en fait d'être insérés socialement, dans un objectif d'inclusion financière. Mais lorsqu'on change de point de vue et on regarde les startups, alors pour les startups le besoin est beaucoup plus important. Parce que là, comme j'avais expliqué, on finance un accès au financement, on est sur de l'innovation, on est sur des plateformes, parfois c'est des plateformes IT qui ont un besoin énorme en marketing et en communication. Donc, on va dire qu'ils explosent le budget. Même parfois, nos financements atteignent très souvent les 50 000 € par projet, et même ce budget-là n'est souvent pas suffisant, et on se retrouve avec des entrepreneurs en fait qui financent une bonne partie en fait du besoin de leur campagne de communication, justement pour pouvoir faire connaître par exemple une plateforme sur les réseaux sociaux, sur Google Ads, Facebook, tout ça. Donc voilà, vraiment il faut distinguer entre le type d'entreprise cible. Peut-être en complément de ce que viennent de dire Omar et Bruno, donner une indication d'une moyenne sur les pays ou sur le continent n'est pas forcément, je pense, représentatif de quelque chose qu'on peut analyser, en tout cas avec lequel on peut en déduire quelque chose. Mais je pense que ce qui en ressort, c'est que ça dépend vraiment à la fois de la cible et du contexte socio-économique de chaque pays. Même pour la Tunisie, pour reprendre par exemple les exemples qu'a donné Bruno sur le réseau Initiative, où on est à peu près une moyenne, ce que dit effectivement Bruno, de 3 000, peut-être entre 3 500 et 5 000 €. Si on prend le cas par exemple du réseau Entreprendre en Tunisie, qui se positionne dans des villes beaucoup plus, je dirais, moins dans les régions peut-être en difficulté ou en développement, et on était plutôt sur la capitale ou des villes côtières beaucoup plus développées.
et sur une cible aussi un peu plus grande et un peu plus peut-être des PME, on voit que les moyennes sont plutôt de l'ordre de parfois 10 000, entre 10 000 et 12 000 euros. Et je rejoins Omar sur en tout cas les spécificités des startups qui sont assez souvent des structures avec des ambitions et des investissements très forts les premières années, notamment les startups technologiques. Et en tout cas, Gilles peut en témoigner. Les montants sont pour le coup beaucoup plus élevés et on est en moyenne entre 15 et même parfois 30 000 euros de montant de financement en prêt d'honneur. Merci Tamer. Une question qu'on nous a posée aussi dans le chat, c'est quel est le rôle du prêt d'honneur dans la formalisation des entreprises? Est-ce que des entrepreneurs dont l'entreprise n'est pas formelle peuvent avoir recours à des prêts d'honneur? Et est-ce que dans l'accompagnement qui est offert à ces entrepreneurs, on leur propose une route vers la formalisation de leur entreprise? Je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question. Quelqu'un peut lever la main? Mohamed, allez-y. Donc nous, le secteur informel représente quand même beaucoup dans notre économie nationale. Donc on est en train d'accompagner l'État en général pour pousser les gens et les inciter à passer du secteur informel au secteur formel, parce que sur le secteur informel, donc il n'y a pas de visibilité. L'État est un peu gêné, dérangé pour un peu mettre en place des plans de développement. C'est toujours difficile de le mettre quand il y a un secteur informel qui représente un taux un peu trop élevé. Donc là, on est en train de jouer ce rôle-là et on ne peut les incitant que en leur donnant quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le crédit d'honneur. En leur disant, voilà, vous allez trouver des financements, voilà, mais à condition que vous passez du secteur informel au secteur formel, donc en ayant toutes les dispositifs administratifs dont ils doivent avoir. En plus, on leur montre comment on peut se développer en passant du secteur formel et comment on va rester toujours dans la même ligne de grandeur en restant sur le secteur informel. Donc, on leur dit, voilà, si vous vous postez le secteur formel, vous allez voir un crédit d'honneur, vous allez voir un accompagnement. En plus de ça, vous allez se développer comme il faut, parce que il n'y a pas de grandes entreprises dans le secteur informel, il n'y a que des petites entreprises qui restent petites toute leur vie. Par contre, si vous passez au secteur informel, vous allez grandir et vous allez un peu bénéficier de tout ce que met en place l'État. Parce que l'État, il met des dispositifs, beaucoup de dispositifs à l'aide en faveur des entreprises, mais juste à celles qui sont dans le secteur formel. Donc, et parfois, il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs, mais dans le secteur informel, qui viennent nous voir. Et quand on leur demande, voilà, vous devrez avoir votre registre de commerce, votre patente, vous devrez être inscrit chez le fisc pour venir pouvoir bénéficier. Et parfois, quand ils font tout cela, tout ce qu'on leur demande, ils viennent au comité d'agrément et le comité d'agrément leur refuse. Et là, on nous reproche pourquoi on les a poussés à passer de ça à ça, et à la fin, ils ont rien, parce que le comité d'agrément est souverain, donc c'est à lui de décider ou pas de l'octroi de crédit. Et pour ça, donc, on leur demande, on leur facilite la tâche, on les fait passer devant le comité d'agrément. Ils ont l'aval du comité d'agrément, donc ils ont un avis favorable. Après, avant de recevoir les fonds, ils doivent passer au secteur formel pour pouvoir bénéficier des fonds. Donc, c'est comme ça qu'on a réglé le problème, parce qu'on a ce problème avec nos porteurs de projets, et c'était de bonnes procédures, et la plupart de nos porteurs de projets étaient dans le secteur formel, et ils sont passés dans le secteur informel, ils sont passés au secteur formel, ce qui est bien, aussi bien pour nous que pour l'État. Donc, on joue aussi ce rôle auprès de l'État. Merci Mohamed pour cet exemple.
Tamer, si ça vous gêne pas, je vais passer à une autre question pour qu'on puisse traiter plus de sujets. Une question qu'on nous a posée dans le chat aussi, c'est de quel type d'accompagnement exactement bénéficient les entrepreneurs qui reçoivent un prêt d'honneur. Alors peut-être là, je peux me tourner vers Gilles pour lui demander spécifiquement de quel accompagnement lui, il a bénéficié avec son prêt d'honneur et comment ça l'a aidé pour son entreprise. Merci, merci pour la question. Je pense que dans notre cas en particulier, nous étions dans le cadre d'un programme, on va dire, d'accélération pour le go-to-market de notre projet. Et nous étions dans un programme avec différentes startups qui étaient pratiquement, on va dire, au même niveau de lancement de leur plateforme, c'est-à-dire en phase de début de go-to-market. Et le prêt d'honneur nous a, enfin, on était dans ce programme, on avait été sélectionné justement parce qu'on avait quelques problématiques liées à tout ce qui pouvait être marketing, acquisition client. Donc, le programme, en plus de constituer un cadre structurant qui nous a permis de nous sélectionner pour le prêt d'honneur, nous a aussi servi de cadre de formation, d'accompagnement, d'analyse de marché, d'analyse de nos besoins, d'analyse de l'adéquation de notre stratégie d'accès au marché avec le marché préidentifié. Et donc, on va dire que nous, c'est plutôt beaucoup de formation, accompagnement pour aller sur le marché, analyse stratégique, déploiement d'actions stratégiques, d'acquisition client. Et ça, c'était pour moi, mais pour d'autres personnes, c'était des choses tout à fait différentes, comme les accompagner dans le recrutement du développeur, par exemple, pour développer leur plateforme. Donc, voilà. On était dans le cadre d'un programme d'accompagnement qui s'appelait e-TriStars, qui était lui aussi financé dans un dispositif plus grand et qui est accompagné par cohortes 10, 20 entrepreneurs dans les différents besoins qu'ils avaient au moment de leur go-to-market. Merci Gilles. Donc, on comprend bien que vous avez été accompagné par une structure et que c'était un accompagnement assez complet. Alors, je vais poser une dernière question parce que malheureusement, on est à 3 minutes de la fin de ce webinaire. La dernière question, je pense que c'est une question qu'on vous pose assez souvent à vous qui intervenez dans ce domaine-là, c'est qu'est-ce qui peut expliquer les très forts taux de remboursement qu'on constate au niveau des mécanismes de prêt d'honneur, alors même qu'il n'y a pas de demande de garantie et que c'est un prêt sur l'honneur. Peut-être Tamer, vous pouvez donner une réponse un peu globale. En tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de voir, bien évidemment, il y a la question de l'honneur au sens large, hein, mais c'est surtout c'est que ce soit un dispositif complet avec de l'accompagnement, avec une implication de l'écosystème autour de l'entrepreneur qui fait que c'est tout le monde qui est là pour faire en sorte que l'entrepreneur n'échoue pas et que l'entrepreneur réussisse son projet et donc finit par rembourser. Il ne s'agit pas uniquement d'une question d'un instrument financier, on prête de l'argent et on passe notre temps à courir derrière les entrepreneurs pour qu'ils remboursent. C'est vraiment une politique globale, un dispositif complet. Et c'est cet accompagnement, dans mon sens, qui permet d'avoir des taux de remboursement assez importants. Mais je pense que peut-être effectivement Omar ou Bruno auront des retours assez intéressants là-dessus également. Allez-y Omar. Alors, mis à part la composante accompagnement, en fait, qui joue un rôle très important en fait pour en ce qui concerne la réalisation avec succès d'un projet donné,
Donc, ce rôle qui est joué par les associations de microcrédit, par les structures d'accompagnement. Il y a également la nature du prêt d'honneur. Cette nature qui joue, ce financement en fait qui joue un rôle très souvent un rôle de bridge financing. C'est-à-dire que souvent le prêt d'honneur, il intervient comme moyen de lever ou d'activer, disons, une incitation, un financement par la suite. Donc, souvent, donc, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur El-Moudden, il y a une partie des financements accordés par l'association Sous Massa viennent dans le cadre de financement avec le secteur bancaire. Donc là, il y a une composante dette. Dans le cadre du fonds Innovinvest, les prêts d'honneur donc viennent en fait pour justement permettre d'atteindre une phase suivante à travers la levée de fonds ou également à travers la levée de la dette. Donc, c'est ce qui, bon, même si en fait on n'a pas de données suffisantes pour dire que le prêt d'honneur se rembourse et à quel taux de succès, mais on va dire que son remboursement, disons, est réconforté. Il y a cette garantie en fait que le fait que le prêt d'honneur en lui-même est un déclencheur d'une incitation qui vient par la suite et qui inciterait l'entrepreneur à réaliser son projet et à surtout rembourser son prêt. Juste si je peux dire un mot à ce sujet, parce que alors je connais pas tout à fait le mécanisme de Innovinvest, mais en ce qui concerne l'approche initiative, clairement la raison du succès des bons remboursements, c'est précisément le mode de décision que l'on a pour financer les entrepreneurs et ce comité d'agrément où l'on reçoit l'entrepreneur qui vient pitcher son dossier et le fait que les gens qui décident du financement de l'entrepreneur sont ceux qui vont lui remettre le chèque in fine. Donc, c'est de l'argent de l'association, d'initiative Sous Massa. Les gens qui sont autour de la table au moment de la décision du comité d'agrément sont des gens qui connaissent l'entrepreneur, qui savent où il habite, quel est son historique. Enfin voilà, il y a un mécanisme de contrôle social qui est assez important parce que le mode de décision est très en proximité immédiate avec le territoire et parce qu'il y a un travail amont qui est mené sur l'instruction du projet qui permet de garantir une bonne réussite du projet et son bon remboursement. Et puis après, il y a tout l'accompagnement post-financement qui est mené aussi parce qu'il y a un suivi régulier avec l'entrepreneur, parce que le président connaît bien le territoire, les membres de l'association aussi suivent en permanence ces projets et que quelque part, si quelqu'un ne rembourse pas bien Initiative Sous Massa, pour prendre l'exemple d'Initiative Sous Massa, c'est quelqu'un qui sera entre guillemets grillé sur le territoire. Donc voilà, il faut c'est ces mécanismes-là qui sont à l'œuvre. Et puis la dimension voilà, de solidarité qui est importante. Quand on explique à l'entrepreneur aussi que quand on lui prête de l'argent, s'il nous rembourse, c'est pour prêter aussi à d'autres entrepreneurs après. Ça se met en place. Voilà. Donc c'est moins des incitations financières que ça génère derrière que plutôt le moment de confiance qui est alloué, qui est accordé à l'entrepreneur. Et avec la bienveillance, c'est le premier moment où l'entrepreneur pitch son dossier en live pour obtenir un financement. Et la chance, c'est vraiment ce circuit court du financement, entre guillemets. C'est-à-dire que le moment où il y a la décision du comité d'agrément, derrière, dès que les conditions suspensives sont levées, le chèque est fait et le fait est fait par les personnes qui vont accompagner l'entrepreneur, qui ont décidé d'octroi du financement. C'est pas quelque chose qui est lointain, d'éloigné. C'est l'entrepreneur est en contact direct aussi avec son créancier, entre guillemets, ou en tout cas la structure qui l'a accompagné. Et je crois que ça change aussi pas mal la donne sur les taux de recouvrement qu'on observe et les taux de pérennité, parce que c'est aussi ça. Les taux de recouvrement nous intéressent beaucoup pour pouvoir justifier de l'utilité de l'outil financier. Mais ce qui est important surtout, c'est les taux de pérennité des entreprises qu'on accompagne et qui, à 3 ans, sont bien supérieurs aux autres moyennes observées.
Merci beaucoup Bruno. Donc on voit bien par vos réponses que le prêt d'honneur, c'est pas seulement un instrument financier, c'est un instrument d'accompagnement des entreprises qui leur donne plus de chances pour réussir, qui leur donne plus de chances pour avoir accès à des financements après et qui permettent de mettre en œuvre des politiques publiques pour l'emploi et pour le soutien aux entreprises. Merci beaucoup à tous. On doit arrêter là malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'il y a encore pas mal de questions dans le chat, des questions qui portent sur le lien entre le prêt d'honneur et le soutien à l'entrepreneuriat féminin, entre le prêt d'honneur et la finance islamique, entre le prêt d'honneur et peut-être une possible approche filière pour structurer des filières à travers des prêts d'honneur. Malheureusement, on ne va pas pouvoir y répondre maintenant. Par contre, ça me permet de faire le lien avec la dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est que ces réponses, ces questions, vous pourrez y recevoir des réponses lors de sessions individuelles que la facilité ICR propose pour des organisations publiques ou privées issues des pays ACP. Peut-être qu'on peut passer à 2 slides après où s'il te plaît, Suzanne. Bon, écoutez, voilà, encore le slide d'après. Merci, voilà. Donc, on appelle ça des cliniques, ces sessions individuelles où des acteurs publics ou privés issus des pays ACP peuvent nous contacter à l'adresse info@icr-facilité.eu. Et vous pouvez avoir l'occasion d'échanger pendant 2 heures à peu près avec Tamer, avec Claire, qui peuvent alors ou bien répondre à des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui, ou bien vous donner des conseils personnalisés. Voilà, donc c'est très flexible. Vous pouvez faire la demande à l'adresse mail que je vous ai mentionnée jusqu'au 25 mars. Donc, vous avez une semaine à peu près pour faire la demande. N'hésitez pas, on est là pour ça. C'est une des spécificités de cette série de webinaires. Et puisque je mentionne la série de webinaires, nous avons 2 autres webinaires qui arrivent dans les semaines à venir sur des thématiques qui touchent au financement des entreprises. Le 25 mars, nous avons un webinaire qui sera en anglais sur mobiliser les financements pour stimuler les investissements pour l'adaptation au changement climatique. Donc oui, le 25 mars dans l'après-midi. Et nous avons un webinaire fin avril, le 22 avril, sur les Startup Act et particulièrement sur les incidences des Startup Act sur les conditions de financement pour les entreprises. Donc voilà, alors encore merci à tous les intervenants, à tous les panélistes pour la qualité de vos interventions. C'était des échanges vraiment intéressants, vraiment passionnants. C'est toujours dommage de mettre fin à ce type de conversation, mais pourront être poursuivis dans d'autres forums. Notamment le rapport que sont en train de finaliser Tamer et Claire sera disponible d'ici 2 ou 3 semaines sur le site web de la facilité. Donc voilà, ce sera un moyen de continuer ces échanges par écrit. Merci beaucoup à tous les participants, merci beaucoup à tous les auditeurs. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre quelques secondes pour répondre à un petit sondage sur l'intérêt que vous avez trouvé à ce webinaire. Et j'espère qu'il a été élevé et que nous vous reverrons bientôt pour d'autres événements organisés par la facilité ICR. Merci beaucoup. Au revoir.